Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du décryptage de l'actualité africaine sur Sika. Au menu de cette émission, madame, monsieur, la situation qui dégénère chaque jour un peu plus au Burundi où il ne se passe plus de jours où l'on ne ramasse de cadavres d'opposants dans les rues. Après son ultimatum donné aux opposants pour déposer les armes, le président burundais Pierre Nkurunziza fait l'objet de sévères critiques de la part de son voisin immédiat, le Rwandais Paul Kagame et des Nations Unies. Mais doit-on seulement rester à l'étape des critiques? Que faire pour sortir les Burundais de ce bourbier? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités. Ensuite, nous irons au Sénégal où la polémique s'enfle au sujet du dernier classement du FMI où le pays a été classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Un classement qui a provoqué un tollé général au sein du gouvernement du président Macky Sall. Mais pour les opposants de ce dernier, ce classement reflète la mauvaise gouvernance qui caractérise le régime en place. Enfin, nous ferons un tour au Burkina Faso où la campagne électorale pour les élections du 29 novembre prochain a démarré. Mais quels devront être les contenus des messages à véhiculer par les présidentiables dans un pays, ce pays-là qui sort d'une transition très mouvementée? Vous aurez les propositions de nos analystes dans un instant. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici un point de l'actualité sur le continent africain à travers ce flash d'information. Le Sénégal accueille pendant 2 jours la deuxième rencontre du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Les chefs d'État, les ministres ainsi que les experts militaires réfléchissent aux meilleurs moyens de consolider la sécurité et la stabilité sur le continent au moment où plusieurs pays sont secoués par des violences perpétrées par des groupes armés. Démarrage de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre au Burkina Faso. Roch Marc, Christian Kaboré et Ablassé Ouedraogo ont lancé ce dimanche leur campagne à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Les 12 autres candidats en lice ont aussi entamé dans divers endroits du pays leur campagne pour ces élections. Au Burundi, les opérations de désarmement forcé ont commencé à Bujumbura, dans le quartier de Matakura, un quartier dit contestataire au nord de la capitale. Ceci, quelques heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par le président Nkurunziza. Les dernières violences dans ce pays ont amené le président rwandais Paul Kagame à dénoncer le massacre de la population. Au Burundi, il ne se passe donc désormais plus de jours où l'on ne ramasse des cadavres d'opposants dans les rues, mais après son ultimatum donné aux opposants pour déposer les armes, le président burundais Pierre Nkurunziza fait l'objet de sévères critiques de la part de son voisin immédiat Paul Kagame et des Nations Unies. Mais doit-on seulement rester à l'étape des critiques? Que faire pour sortir les Burundais de cette situation? Nous lançons le débat après ce générique. Le débat de ce jour se fera avec 2 invités comme d'habitude. J'ai sur ce plateau Belarminus Kakpovi. Il est docteur en communication politique. Il a accepté d'analyser les sujets d'actualité avec nous ce jour. Belarminus Kakpovi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai également sur ce plateau Joël Yitondi de la rédaction de Sika. Joël Yitondi, bonjour. Bonjour, bonjour Belarminus. Bonjour Joël. Je démarre donc ce débat, cette série d'analyses avec vous, Belarminus Kakpovi. Alors, je disais tout à l'heure que le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, fait l'objet de critiques de la part de la communauté internationale et notamment de son voisin immédiat, Paul Kagame, le président rwandais. Alors, à votre avis, que peut-on retenir? Quelle analyse faites-vous du dernier message, le message du président Paul Kagame au sujet de la crise au Burundi? Écoutez, avant toute chose, je pense qu'il faut quand même retenir que ce n'est pas aujourd'hui que la violence a commencé à structurer le jeu politique au Burundi. Je suis physiologiquement étonné de l'attitude de certaines personnes ou institutions, que ce soit africaines ou internationales, qui semblent découvrir cette violence qu'aujourd'hui. Il y a très longtemps que la violence structure le champ politique au Burundi. Et ce qui se passe là, pardonnez-moi ma profonde naïveté, mais je pense que ça participe d'une simple et sombre lutte pour la conquête ou la conservation du pouvoir politique. Quand on parle de pouvoir politique, on parle de 4 concepts fondamentaux en sciences politiques. Il y a d'abord
le pouvoir lui-même, il y a la légitimité, il y a la violence, il y a la domination. Et vous pensez que Nkurunziza se trouve à quel niveau? Écoutez, il est tout simplement au niveau de la violence. Donc bientôt il y aura la domination. si ça n'a commencé déjà, quand vous prenez par exemple la conception webérienne du pouvoir politique, on peut retenir deux concepts principaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle le Macht, c'est-à-dire le pouvoir, la domination, la puissance ou la force, c'est-à-dire c'est la chance ou la volonté d'un chef d'État ou d'un régime de faire accepter sa propre volonté, même contre l'avis des gens, en brimant tout simplement les résistances légitimes qu'il peut avoir. Oui, mais aujourd'hui, qu'on se mette à critiquer aujourd'hui le pouvoir de Pierre Nkurunziza, est-ce que ce n'est pas tard? Parce qu'au moment où il fallait empêcher Nkurunziza d'installer son régime de terreur, personne n'a réagi. Je ne sais pas comment ils ont juste parlé et Nkurunziza a poursuivi sa marche. Je ne sais pas de quel instrument est-ce que ces gens-là disposaient à l'époque d'empêcher d'une manière ou d'une autre. Il y a eu un coup d'État raté, ils auraient pu le soutenir en ce moment. Ce serait ingérence dans des affaires internes d'un État. Il y a eu des condamnations. Je pense tout simplement parce que ça arrangeait un certain Paul Kagame en ce moment de ne pas parler, puisque lui-même, il était sur la lancée de... il voulait modifier sa constitution. Oui, sauf que c'est pas les mêmes contextes. Vous avez vu la façon dont le changement de constitution, de la constitution rwandaise a été fait, a été opéré. C'était d'abord demandé par les citoyens. Voilà. On sait comment ça se passe, mais vous avez vu, en face, il n'y avait pas de résistance. Il n'y avait pas eu de résistance. Et donc, je pense que, oui, d'une manière ou d'une autre, il y a plus de légitimité. Et le bilan de M. Kagame plaide en sa faveur. Nkurunziza vous dira la même chose. Il vous dira que quand vous allez à Bujumbura, il y a des parties de la ville qui sont vraiment de belles... Vous dites bien, où il y a de belles choses. Vous dites bien des parties de la ville. Oui, mais il ne peut pas tout développer en 5 ans ou en 10 ans. Ça fait 10 ans quand même qu'il est là. Et donc, je pense que s'il voulait vraiment impulser le développement de son pays, on aurait vu quelques prémices. Et ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le message de M. Kagame doit se lire à l'aune de deux critères. Le premier, c'est que voilà quelqu'un qui, de plus en plus, essaye de se poser en un chef de la sous-région, en un chef politique. Oui, parce qu'il a la garantie d'être là jusqu'en 2037. Exactement. Donc il peut maintenant asseoir son hégémonie dans la sous-région. Exactement. Il faut qu'il essaye d'asseoir son hégémonie dans la sous-région. Ensuite, je pense que c'est aussi une sorte d'exaspération de la part des différents chefs d'État de la sous-région, parce que Kagame n'est pas le seul à avoir critiqué Nkurunziza. C'est vrai qu'il est le seul... ouvertement apporter quotidiennement la critique, mais il n'est pas le seul. On sait que d'une manière ou d'une autre, le président ougandais aussi a manifesté à une certaine époque son exaspération. On a vu la présidente de l'Union africaine aussi était montée au créneau, Madame Zuma, pour condamner Nkurunziza. Et donc, il y a une sorte d'exaspération comme ça qui se propage progressivement un peu partout dans la sous-région. Et je pense que Nkurunziza risque de s'ostraciser d'une manière ou d'une autre à un certain moment. Joël Yetonji, quelle analyse vous faites de ce message, cette déclaration forte du président Paul Kagame qui a osé pour une fois critiquer à haute voix le président Pierre Nkurunziza? Non, je ne suis pas d'accord. Pas pour une fois. Il le dit maintenant très fort. Il avait dit très fort. Et je me rappelle que je l'ai soumis et j'ai salué cette audace-là. Il faut saluer cette sortie. Parce que observez que cette intervention a eu lieu juste avant, 24 heures avant la fin de l'ultimatum donné par Pierre Nkurunziza. Et après lui, nous avons eu la CPI qui a réagi, qu'on va traduire devant la haute instance, ceux-là qui seraient reconnus coupables de crimes. Oui. Nous avons eu aussi... Tout cela, ce ne sont que des menaces. Mais ça a porté. Comme on le parce dit, que juste après, non, pas vraiment. Ça n'a pas empêché si la pression. Aujourd'hui, on continue par ramasser il faut remarquer quelque chose. Il y a eu en même temps un communiqué. Et dans le communiqué, qu'est-ce qu'il a été dit? D'abord, que ce qui s'est passé, ça a été une mauvaise interprétation du message du gouvernement par la communauté internationale. Une communauté internationale malmenée, induite en erreur par l'opposition. Donc, il tient à sa position. Les gens d'en face qui ne veulent pas d'un troisième mandat, il veut finir avec eux. C'est la première des choses. En plus, il a avancé, il a évolué et a certifié qu'il n'y aura pas de génocide ni de crime organisé. C'est déjà quelque chose. Observez que si la pression était très forte,
il y a longtemps qu'on n'en serait pas là. Oui, on a tous déploré le fait que... Pourquoi est-ce que c'est maintenant que la pression commence par monter? Aujourd'hui, c'est maintenant qu'on pense qu'il faut mettre la pression sur Nkurunziza, après l'avoir laissé faire son coup d'État constitutionnel. Vous savez, il n'y a pas grand jeu par rapport au Burundi. Vous pensez? Vous le savez très bien. Pas grand jeu. Je dis pas. C'est un pays stratégique. Stratégique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu. Je dis qu'il n'y a pas grand enjeu, comme certains pays. Alors, cette communauté internationale a pris un peu du recul ou ne s'est pas trop intéressée simplement de ce fait-là. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que ce qui est en train de se passer là, c'est très explosif. Et ça risque d'emporter tout le monde dans son flot. Et Kabila, je dis Kabila, Kagame, à ses portes, aujourd'hui, c'est le pays qui reçoit le trop-plein de réfugiés, d'exilés. Alors, s'il ne tape pas du poing sur la table en se disant que c'est le propriétaire de maison qui met feu à sa maison, le feu, vous le savez, quand ça prend, il n'y a pas de limite, de borne. Ça risque de l'emporter. Donc, je dis une fois encore, c'est une sortie heureuse. Et ce qu'il a souhaité, c'est ce que lui a, à un moment donné aussi, a demandé. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas d'autre force, si on veut être légaliste, que de demander à ce que les gens aillent autour d'une même table de négociation. Mérite que l'on soit légaliste vis-à-vis de lui. Mais aujourd'hui, puisqu'on a dit qu'on veut être légaliste, parce qu'hier, il fallait agir autrement. Et vous le savez, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. On ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On n'a pas d'autre choix que de le contraindre à aller autour d'une même table de négociation. Oui, mais pour un dialogue inclusif. Voilà, quel dialogue peut-on avoir dans ces conditions? Aujourd'hui, Nkurunziza dit qu'il ne veut pas discuter avec les opposants qu'il qualifie de terroristes. C'est tout le mal. Dans quelles conditions vous aurez alors ce dialogue sur le Burundi? Parce que ça va être un dialogue de sourds. Non, pasteur président qu'il est, je veux croire que ces pères, pasteurs, qui de plus en plus ne font vraiment pas honneur à Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, qui déçoivent sur tous les plans. Parce que quand Paul Kagame dit... C'est Dieu qui vous a fait cette confidence-là? Non, mais pour ce que nous savons, nous on lit un peu quand même. Ah bon? Oui, on lit un peu, oui. Pour ce Dieu que nous découvrons à travers les Saintes Écritures, que ce soit catholique ou musulman, ce Dieu qu'on appelle miséricordieux, il est tout sauf ce qu'on est en train de voir là. On ne peut pas martyriser son peuple et crier le nom de Dieu. Je suis d'accord avec Paul Kagame. Alors si c'est comme ça, j'espère que ces pasteurs vont lui faire entendre raison. Mais si ce n'est pas le cas, je demanderai simplement à l'opposition, oui, bien loin, on peut mener le combat. Il faut se renforcer. Si Kagame, je dis Kagame, si Pierre Nkurunziza ne peut entendre que le langage de la force, alors que les gens s'aiment. Donc vous ne croyez donc pas à ce dialogue-là que la communauté internationale est en train de prôner? Je veux espérer que je n'ai pas grand espoir, mais je veux espérer qu'à un moment donné, Pierre Nkurunziza arrive à comprendre que c'est la seule issue. Aujourd'hui, je pense qu'il a tout à gagner si on parle encore de dialogue. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Il faut y aller. Il est en position de force, il peut négocier les postes stratégiques et mettre les autres dans des positions de peut-être dominer et atteindre son objectif. Sinon, autrement, ce qu'on est en train de vouloir éviter risque d'arriver. La guerre civile viendra dans ce pays et risque de partir de la façon dont il est arrivé. S'il veut s'accrocher à vitam au pouvoir par la force, il partira par la force s'il n'y a pas d'autre issue. Mais la ministre Kakovi, vous pensez que ce dialogue aura lieu comment au Burundi? Aujourd'hui, Nkurunziza ne veut pas négocier, discuter avec ses adversaires qu'il qualifie d'opposants. Alors, avec qui est-ce qu'on aura le dialogue au Burundi? Non, je pense qu'il est qualifié d'abord de terroriste. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation burundaise, il n'y a pas plus terroriste que le président Nkurunziza. N'ayons pas peur des mots, parce que c'est lui qui tue quotidiennement ses propres populations. Je voudrais d'abord revenir sur une remarque de Joël Yetondy, c'est que, en fait, moi personnellement, je n'arrive toujours pas à être porté vraiment à un très haut degré d'incandescence par la vision impérialiste de ce qui se passe de plus en plus dans nos pays. Quand on dit qu'il n'y a pas de grand enjeu au Burundi, non, je pense quand même qu'il y a des enjeux politiques. Il n'y a peut-être pas des enjeux en termes de richesse minière, mais il y a des enjeux politiques. Vous savez, le Rwanda a peiné à construire la paix qui est la sienne aujourd'hui. La Tanzanie a peiné à construire sa paix, comme tout État africain, bien sûr, au lendemain de la colonisation. Vous voyez, et donc, aujourd'hui, qu'un nouveau foyer de tension naisse donc aux frontières de ces États-là, ça ne va pas. Donc ça doit préoccuper chacun de ces États. Nous avons la République démocratique du Congo qui a toujours été très exsangue. Et donc,
que aussi un conflit naisse à ses portes, alors que nous avons 8 ou 9 élections qui se profilent à l'horizon d'ici quelques mois. Vous voyez, donc il faut extrêmement faire attention à ne pas faire naître de nouveaux foyers de tension donc, au sein de à ces différentes frontières. Et donc ça, c'est le principal enjeu. Il est politique. Ensuite, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur ce même plateau, Nkurunziza fait partie de cette nouvelle race de chefs d'État que je qualifie de born again. Des gens qui estiment qu'ils ont le pouvoir de Dieu et donc il n'y a que Dieu pour leur reprendre le pouvoir. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ils pensent que le pouvoir, c'est Dieu qui le lui a donné il y a 10 ans. Et donc, il ne veut pas écouter les autres qu'il a en face. Mais je pense que comme... Dans ces conditions, comment faire alors pour régler cette situation? Comment faire? C'est justement... pour sortir les Burundais de ce C'est justement bourbier. ce qui se passe. Vous avez justement posé la question tout à l'heure de savoir pourquoi est-ce qu'en son temps, il n'y a pas eu une pression internationale contre le régime. Une vraie pression. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains partenaires ont coupé leur aide, mais est-ce que cela suffit? Oui, je vais vous expliquer. Le Burundi s'en fout. Je vais vous Apparemment, Nkurunziza, ce n'est pas son problème. Il se fout pas mal qu'on coupe les aides. Oui, ça, c'est l'apparence qu'il donne. Ça, c'est en termes de communication politique. On comprend cette stratégie. Je vous dis, les États de la communauté internationale ont un système de gradation des sanctions. Et donc, on commence d'abord par des avertissements jusqu'à aller aux sanctions les plus extrêmes. On attend qu'on finisse de tuer tous les Burundais avant d'aller à l'extrême. Oui, mais en même temps, vous ne demandez pas à la communauté tous les jours. Je vous comprends. Je comprends. Si on part sur la base de l'émotion, c'est logique qu'on ait cette argumentation. Mais ne demandez pas à la communauté internationale de descendre au Burundi pour aller chercher Nkurunziza sans mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la France a fini par convoquer le Conseil de sécurité, oui. Voilà, que le Conseil de sécurité se penche sur ce dossier. Ce soir, je crois, il y aura une résolution du Conseil de sécurité. Et donc, on attend de voir les thèmes qui seront développés au niveau donc, de cette résolution pour voir quelle porte de solution qu'on propose. Mais moi, personnellement, en termes, je suis partisan de l'approche réaliste des choses, de la conception du pouvoir. Et je pense qu'à la violence, il faut simplement opposer la violence. Parce que l'opposition a toujours été dans la dynamique de négocier. Et aujourd'hui, on voit qu'on a quelqu'un en face qui n'a pas envie de discuter. Parce que si Nkurunziza dit « je ne veux pas discuter avec mes opposants parce qu'ils sont des terroristes », avec qui il veut discuter? C'est une avec bonne qui il veut discuter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, soit on arme aussi les opposants, et donc on va avoir un certain équilibre des forces armées. On n'aura pas d'équilibre, mais on aura une guerre, carrément une guerre. Joël Yeton dit, est-ce qu'on doit s'arrêter seulement aux critiques, aux sanctions, mais comment faire pour sortir les Burundais de ce bourbier? C'est ce qu'on a commencé par faire et qu'il fallait commencer à faire il y a bien longtemps. On n'a voulu faire que maintenant. Que maintenant parce que, je le répète, c'est un pays sans grands enjeux. Je l'ai souligné, enjeux il y a, et je suis d'accord avec lui, pour ces enjeux qu'il a cités. Et observez que les enjeux cités politiques ne sont que d'enjeux pour les pays africains. La France n'a pas d'intérêt à préserver outre mesure. Les États-Unis, pas outre mesure. Comme ailleurs où on a des intérêts à préserver. Ce n'est pas le cas, sinon, croyez-moi, et vous le savez, vous l'avez déjà observé, le soulèvement, la réponse aurait été automatique et autre que ce à quoi nous assistons. Et qu'est-ce que ça signifie, s'il vous plaît, j'ai la parole, après vous l'avez. Je dis, non, s'il vous plaît, nous faisons la part des choses et je ne demande pas à la France d'agir à la place des Africains. Je continue. Je dis, une fois encore, il s'agit des Africains. C'est clair, l'enjeu n'est d'enjeu pour les Africains. Et il est question pour ces Africains de prendre leur destin en main. On n'aura jamais de cesse de le dire et c'est ce que Paul Kagame est en train de faire. Et je dis, c'est en cela que, dès le départ, moi, j'ai salué sa sortie. Il est le premier à avoir dit, ce qui se passe là, il faut l'arrêter. Et je dis, Paul Kagame n'est pas comparé à Pierre Nkurunziza. On a 3, 4 Paul Kagame dans cet État africain. Je pense que les choses auraient sérieusement évolué. Alors, au demeurant, je reviens une fois encore et je dis, les Burundais doivent prendre leur destin en main. Ceux qui manifestent sont tués. Il y a un règlement de compte systématique aujourd'hui. Aujourd'hui, on fouille de maison en maison, soi-disant qu'on est en train de faire un désarmement. Je suis heureux. Et on élimine les poches de résistance. Je suis heureux. Je constate que ceux-là, dits de l'opposition, sont ouverts au dialogue. C'est heureux. Qu'ils restent dans cette posture, mais tout en se préparant à tout. Si parfois,
il faut répondre à la violence, pas la violence pour avoir la paix, il faut y aller. Il faut qu'ils s'organisent, ce n'est pas possible. C'est pire que Boko Haram, ce qui se passe au Burundi. Alors, s'il faut aller chercher, s'il faut que... Non, franchement, on ne peut pas comprendre, c'est une aberration. Vous comparez Nkurunziza à Boubacar Shekau, en tout cas, constatez avec moi, chaque jour, ça tue. Et de quelle façon? On ne peut pas continuer comme ça. Et on nous dit que voilà un chef qui est venu au pouvoir dans des conditions dont il faut continuer par l'accompagner. Et il n'y aura personne d'autre pour régler le cas Nkurunziza, si ce n'est les Burundais eux-mêmes. Merci. J'adore votre audace, comparer Nkurunziza à Boubacar Shekau. En tout cas, je ne dis pas qu'il est Shekau. Non, pour boucler sur le sujet, si vous permettez, Joël, je pense que ce qui se passe au Burundi actuellement, c'est désastreux. C'est le début d'une épuration ethnique, tout simplement. Parce que c'est dans les quartiers Tutsis qu'on fait les plus grands ravages, qu'on a les plus grands meurtres. C'est tout à fait déplorable, parce qu'on est encore parti, si on y prend garde, à avoir vers une guerre civile, épuration ethnique. Merci Belarminus, merci Joël Yetondi. Madame, Monsieur, c'est tout pour le premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet de votre émission qui nous emmène au Sénégal à présent, où la polémique s'enfle au sujet du dernier classement du FMI. Le pays a été classé en octobre dernier parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Un classement qui a provoqué un tollé général au sein du gouvernement du président Macky Sall. Mais pour les opposants de ce dernier, ce classement reflète la mauvaise gouvernance qui caractérise le régime en place. L'analyse de nos invités est à retrouver après ce générique. Le débat se poursuit avec Joël Yetondi et Belarminus Kakovi. Avant de lancer les discussions, Madame, Monsieur, je vous propose de suivre ici ce reportage sur la sortie du gouvernement sénégalais au lendemain de la publication du rapport du FMI. Suivons. Le Sénégal dans les rangs des 25 pays les plus pauvres de la planète. L'information avait été publiée dimanche dernier par ce site, Sénégo, un site d'information sénégalais. Aussitôt, le lendemain, la presse s'emballe, la rumeur se répand dans les pays, obligeant les autorités à se prononcer illico sur la question. Si le Premier ministre Mohamed Abdallah Dionne a affirmé à la sortie d'une rencontre lundi que le Sénégal n'a pas de quoi rougir, le ministre de l'économie et des finances du pays bat en brèche un rapport fallacieux. Le Sénégal connaît une croissance soutenue et continue depuis 2011. Les agrégats macroéconomiques le prouvent. La croissance est passée de 1,878% en 2011 et il est prévu une croissance supérieure à 5,4% cette année. Le FMI, cité par les sites sénégaux, étant l'auteur du rapport, le directeur adjoint du département Afrique de l'institution financière ne s'attarde pas sur la question. Néanmoins, il confirme que les indicatifs de croissance du Sénégal de 2015 comme de l'année à venir sont bons. 2015 du Sénégal est supérieur à celui de la moyenne africaine et pour 2016, dans nos anticipations, ce sera de même. Est-ce que le Sénégal peut faire encore mieux? Bien sûr. 72 heures après la publication de cette information, les 10 rapports fait couler de l'encre au Sénégal. Certains éditorialistes sénégalais s'étaient déjà posé la question qu'a fait le régime en place depuis 3 ans. Voilà, le sujet donc fait débat actuellement à Dakar. Le Sénégal est-il classé réellement parmi les 25 pays les plus pauvres au monde? Joël Yetondi, vous avez suivi la sortie du gouvernement sénégalais qui conteste ce rapport du Fonds monétaire international. Pendant ce temps, l'opposition confirme les chiffres et dit que cela ne reflète que la gouvernance dans le pays. Votre analyse de la situation? Je vais commencer avec votre interrogation avant la suite, à savoir est-ce que le Sénégal fait effectivement partie des pays les plus pauvres au monde, les 25? Les 25 pays les plus pauvres au monde. Pourquoi en douter? C'est un rapport bien FMI, avec des statistiques à l'appui. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Vous avez suivi un peu ce qui a été dit là? Quand moi je suis ce qui a été dit, mais ils n'ont pas remis en cause le fait qu'on dit qu'ils font partie des pays les plus pauvres au monde, les 25 les plus pauvres au monde. On nous a expliqué tout à l'heure que la croissance du Sénégal aujourd'hui est au meilleur de sa forme et les années à venir, le Sénégal se portera encore mieux. C'est différent du rapport.
moi, je ne sais pas pourquoi cette sortie. J'aime bien Macky Sall. Et il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer. Je dis, à la tâche, l'homme fait des efforts. C'est ce que moi, j'observe. Donc, cette sortie, je dis, elle est malheureuse de la part de Macky Sall. Une erreur de communication, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi le rapport, le FMI, je ne sais pas si vous l'avez suivi à la longue sur la plupart de ces rapports, je me souviens à peine d'un rapport venant du FMI qui a été truffé d'erreurs, d'une si grave erreur. Dans le cas d'espèce, je pense que Macky Sall est vraiment appliqué dans le vif simplement parce que ce rapport tombait au mauvais moment. À un moment où l'opposition en est à crier son ras-le-bol parce que la vie devient de plus en plus chère au Sénégal, l'emploi devient casse-tête pour tout le monde, et ça c'est des faits. Macky Sall a simplement à reconnaître que le rapport en lui-même est fondé, mais il y a une autre réalité. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. La croissance est au meilleur de sa forme, mais est-ce que chaque Ivoirien se porte mieux? Ça, c'est une autre question, c'est une autre réalité qu'il faut expliquer aux Sénégalais. Aujourd'hui, la croissance économique par rapport aux indices, en prenant en compte les données du franc CFA, le Sénégal fait partie des pays africains qui fait des efforts louables, ça il faut le reconnaître. Les rapports sont là, ça c'est un fait. Mais maintenant, au niveau du panier de la ménagère, c'est quoi les données? Ça c'est autre chose. Et en 2 ans, pour le travail que Macky Sall a fait, sans être un acteur politique, il faut saluer qu'il y a un travail qui a été abattu. Mais pour autant, le Sénégal ne fait pas partie des pays émergents aujourd'hui. Il reste encore du travail à faire. Et je pense qu'on n'a pas su faire la part des choses. Vous pensez que le Sénégal devait rebondir au contraire sur ce rapport? Tout à fait. C'était pas cette sortie à faire. Pour travailler plus. Le gouvernement devait se mettre plus à la tâche. Tout à fait. Nous avons fait 2 ans. Chers citoyens, observez avec moi. Voici ce que nous avons fait. Oui, parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui, mais comptez sur nous les années à venir, voici ce que nous promettons faire, et ensemble nous ferons le point. Je pense que là-dessus, les Sénégalais verront s'il faut lui renouveler son mandat ou pas, oui, mais fait de cette façon-là. Il est encore loin de la fin de son mandat, donc il a encore du temps pour se Il a encore du temps, c'est en cela que je dis, je ne comprends pas cette sortie malheureuse. Il donne plutôt de la matière à l'opposition qui est en train de se chercher, qui se demande que faire. Et maintenant, l'opposition a trouvé pour dire oui, c'est ce que nous disons. Là, ça ne va pas, et on doit être unanime. Ça a manqué un peu d'honnêteté. Je ne sais pas si c'est lui ou bien c'est conseiller. Je dis une fois encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Faisons la part des choses. Le rapport du FMI n'est pas tronqué. Les indices sont là, on les compare. Mais est-ce que le Sénégal, ces 2 dernières années de Macky Sall, a fait des efforts? Est-ce qu'on peut espérer une croissance les années à venir? Ça, c'est vrai, c'est un autre fait. Est-ce que dans la poche du Sénégalais, on se porte bien? Non, on ne se porte pas bien. Est-ce que l'emploi est une réalité à la portée de tout le monde? Au Sénégal, comme au Burkina Faso et ailleurs, même trouver un stage continue d'être un problème. Ça, c'est l'évidence. Et Macky Sall devait le reconnaître tout bonnement et freiner cette page-là. Melaminus Kakovi, c'est votre analyse, votre lecture également. Vous avez suivi la démonstration de Joël Yetondi, qui semble être cadre du FMI. Est-ce que vous épousez cette démonstration? Écoutez, je découvre un nouvel amoureux de Macky Sall. Pas nécessairement un amoureux. Il a fait la part des choses. Il a fait la part des choses. Il reconnaît l'objectivité du rapport du FMI tout en demandant à Macky Sall d'être réaliste par rapport à la situation du terrain. Tout à fait, mais il a dit qu'il aime bien la personne de Macky Sall. Voilà. Je découvre donc un nouvel amoureux de Macky Sall pendant que la cote de popularité du président sénégalais vient de prendre un coup. Ça ne date pas de maintenant. Hein, ça fait de longs mois que sa cote de popularité est devenue évanescente. Et donc, non, je pense que ce qui se passe au Sénégal actuellement, pour moi, ce n'est qu'un épiphénomène. Il ne faut même pas s'y attarder. C'est logique, c'est de bonne guerre. Ce qui se passe, je pense que ça fait partie des derniers soubresauts d'un fauve qui est agonisant. Qui est agonisant là? Vous pensez que c'est le régime Macky Sall? Parce que Macky Sall a battu une campagne totalement cosmétique au moment où il allait prendre le pouvoir politique. C'est ce que vous pensez. Mais aujourd'hui, on ne voit pas, on ne sent pas une opposition vraiment en face de Macky Sall. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, Macky Sall est venu, c'était un choix par défaut. C'était un choix par défaut. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un pour faire partir Abdoulaye Wade. Et donc, voilà, à un moment donné, il y a une certaine unanimité qui a été faite autour de sa personne. C'est pour ça, je ne sais plus si c'est chez vous ou ailleurs, j'ai déploré cette tendance de certains États africains à mettre en place ce qu'on appelle une démocratie consensuelle. On veut tuer l'opposition. On ne veut pas avoir
des opposants en face de soi. Et c'est ce qui s'est passé au début de la gouvernance de Macky Sall. On n'a pas voulu avoir des opposants. Et donc, c'est normal, les opposants tous sont allés au marigot. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que leur choix était un faux choix. Et donc, dès cet instant, il a fallu réorganiser cette opposition. Ça a pris le temps que ça a pris, et ça a commencé à jamais aujourd'hui. Non, vous savez, Macky Sall a tellement promis, il a même promis hors de ses capacités. Aujourd'hui, il se retrouve en face de la réalité. La problématique de l'emploi, Joël a su très bien la relever tout à l'heure. C'est une problématique très, très prégnante aujourd'hui au Sénégal. Et il n'arrive pas à faire face à cela. Et pendant ce temps, il y a une certaine frange de Sénégalais qui estiment que Macky Sall est le président des intérêts ou des lobbies français au Sénégal. Or, vous savez, généralement, les Sénégalais, ils ont ce nationalisme, cette fibre nationaliste. Et donc, voir un chef d'État aujourd'hui qu'il soupçonne d'être à la solde de certains milieux parisianiques, ça le pose problème. Et sur le plan régional également, on a vu la dernière malheureuse et maladroite sortie de Macky Sall. Décidément, il est habitué à ces maladresses discursives au sujet de la situation, exactement, de la situation du Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, Macky Sall, il est de plus en plus acculé. Il est de plus en plus acculé, donc je peux comprendre cette sortie au lendemain de la publication du rapport du FMI. Mais je suis une fois encore d'accord, je vais boucler là-dessus avec Joël, que c'est une sortie maladroite. Oui, mais au-delà de tout, moi ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il est opportun de rebondir sur ce rapport pour les politiciens aujourd'hui qui aspirent à diriger le Sénégal? Mais si, de dire que effectivement le Sénégal est dans cet état de morosité pour un pays que vous aspirez à diriger, est-ce qu'il ne faut pas plutôt soutenir le président Macky Sall à trouver solution aux problèmes qui se posent sur le terrain? Joël, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en politique. Donc en politique, et la règle principale, c'est que... il faut quand même soutenir le Sénégal qui est en jeu. Il y a un exploit, où est le patriotisme alors dans ces conditions? Le patriotisme. Bon, moi je suis fondamentalement pour la promotion de la solidarité nationale, mais j'estime que certaines solidarités doivent être contrariées lorsqu'elles sont funestes, lorsqu'elles sont malheureuses. On ne peut pas encourager ou féliciter un président qui ne remplit pas les attentes de ses concitoyens. Oui, mais lui, désolé. Lui, il estime qu'il le fait. Il estime qu'il le fait puisqu'il y a les chiffres aujourd'hui qui montrent également que beaucoup de choses se font, même si ce n'est pas suffisant. Oui, beaucoup de choses se font. Est-ce qu'il ne faut pas l'encourager dans ce sens, plutôt que de chercher à le décapiter pendant qu'il est en place? Je vais vous expliquer de façon terre à terre. Nous sommes en politique et la règle principale, c'est de chercher tout le temps, chaque fois qu'on a l'occasion, c'est de chercher à déprécier l'image de son vis-à-vis, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que je vous disais que c'est de bonne guerre ce qui se passe. L'opposition aspire à prendre le pouvoir, et donc elle prépare les offensives contre le pouvoir, et c'est au pouvoir maintenant de venir se défendre. Donc on est sur le terrain de la communication politique pure. Chacun cherche à déprécier l'image de l'autre en utilisant de l'affect, de l'émotion, et aujourd'hui le rapport du FMI vient à point nommé pour eux, donc ils sautent là-dessus. Et c'est au pouvoir de venir expliquer, de venir argumenter. Mais c'est ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui. Il conteste le rapport, il conteste ce rapport, Joël Yetonji. Oui, mais pour terminer là-dessus, vous avez vu la façon dont le rapport a été contesté. En fait, il y a une certaine précipitation. Vous pensez qu'il y a de la précipitation? Oui. Quand moi j'ai réalisé des choses et vous venez me dire que ce que j'ai réalisé, au contraire, ça a permis de faire reculer mon pays, c'est une question d'orgueil. Mais non, vous avez vu... Il doit sortir et s'expliquer. Oui, mais il faut préparer la sortie. Vous avez vu Amadou Ba, sa déclaration, il s'est contredit lui-même dans son argumentation. Donc, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on enseigne dans les écoles de communication, notamment de communication de crise. Quand il y a une crise ou une mini-crise, si vous n'avez pas un bon contenu à servir, ne sortez pas. Faites passer juste un communiqué pour dire nous reviendrons au bon moment avec plus de détails. Et ça lui a manqué cette dextérité-là. Joël Yetonji, au-delà donc de cette communication de crise, est-ce que vous ne pensez pas qu'il se pose quand même un problème par rapport aux conditions d'élaboration des rapports de ces institutions internationales? Parce que le Sénégal qui conteste, ce n'est pas le premier rapport contesté par un pays. Il y a eu d'autres contestations dans d'autres pays. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau des conditions d'élaboration de ces rapports? Oui, si on doit généraliser, il y a des problèmes. Il y a de ces rapports qui posent fondamentalement problème. Et de plus en plus, ils se comptent très nombreux, malheureusement. Mais je dis,
pour ne pas m'éloigner de ce cas qui me tient vraiment à cœur. Non, on ne sait jamais. Peut-être que c'est le cas. C'est le cas ici. Les choses ont été claires. Vous avez vu la démarche. Parce qu'on sait souvent même que dans ces institutions, des bureaucrates qui restent tranquillement dans leur bureau, ils vont sur Internet, ils ramassent quelques chiffres, quelques statistiques, ils font la synthèse et ils publient. Il y a quelque chose d'important autour de ce qui vient de se passer, dont on doit s'inspirer. Qu'on soit Sénégal, Burkina, Togo. Les États ou les chefs d'État doivent faire beaucoup attention. On ne choisit pas ses conseillers pour leur beaux yeux. On les choisit pour leur savoir-faire, leur tact. Et quand ils sont là, c'est pour un cahier de charge. S'ils n'ont pas de cahier de charge, ils ne doivent pas être à leur côté. Alors, quand ça se passe de cette façon-là, où on a l'impression que c'est le chef d'État qui lui-même est chargé à la communication, c'est lui-même qui est conseiller tout à la fois et qui ne lit même pas ses fiches, il y a problème. Non, vous pouvez pas dire ça. S'il vous plaît. Le président s'est senti piqué dans son orgueil. Il a estimé que c'est à lui de répondre parce que c'est lui le premier responsable du Sénégal. C'est le numéro 1 sénégalais. Nous sommes en train de grandir, nous devons grandir avec les premières armes. Et la toute première, aujourd'hui, s'appelle communication. Sur notre sujet, regardez un peu comment ça se passe avec l'EI, Boko Haram et autres. Ils communiquent abondamment. C'est une force, c'est un pouvoir. Donc nos chefs doivent cesser de s'amuser avec. Macky Sall, une fois encore, s'est amusé avec la communication. Il est en train de payer les pots cassés. Je suis d'accord avec mon collègue qui dit tout à l'heure que c'est de la politique. Et en politique, ça se paie cash. Un rapport comme celui-là, c'est heureux. Si l'opposition ne bondit pas là-dessus, elle est alors une opposition moribonde. On a vu l'opposition sénégalaise à des moments forts de son histoire, très active. Elle ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Donc c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Qu'il fallait saisir. Mais ce qu'il y a à faire aujourd'hui, Macky Sall et sa troupe doivent comprendre que là, ils ont fauté. Ils prennent du recul. C'est une guerre politique. C'est une guerre politique. Ils prennent du recul et reviennent au-devant de la scène et essaient de refaire leur image. Parce qu'une fois encore, il a souligné aussi tout à l'heure, Belaminus, de plus en plus, il y a de ces erreurs-là. Je dis, c'est un homme qui a de potentiel. Je ne le connais pas personnellement, mais quand je l'observe, je dis, il a du potentiel. Un chef comme celui-là, oui, il est à accompagner. Alors, quand vous avez ces potentiels, il y a d'autres âmes qui doivent vous accompagner pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. La peur de perdre le pouvoir vous fait perdre le pouvoir. Il faut que nos chefs le savent aussi. Merci, Joël Yetonji. Très rapidement. On appelle le président Macky Sall. Dites-nous comment on l'appelle. Caramel mou. Ça veut dire ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est ce qu'on dit. Je dis, il a du potentiel. Mais les actions sur le terrain pour autre chose. Il faut qu'il le sache et qu'il Moi, je pense que c'est un président qui est souvent aussi sur les gros dossiers et qui donne très rapidement son avis. Il est l'un des jeunes présidents sur le continent africain. Oui, c'est vrai, mais il faut qu'il prépare je précise, très réactif par rapport aux situations sur le continent. Mais peut-être que la réactivité lui fait perdre certaines... c'est de la communication, comme vous l'aviez eu à dire. À soigner davantage, voilà. C'est sorti. Je crois que nous avons touché donc le problème vraiment au cœur. Ce qu'il faut, c'est la communication. Il faut revoir la communication. Merci. Ce sera tout pour le deuxième débat de ce jour. Avant le troisième sujet, madame, monsieur, voici un nouveau point de l'actualité. C'est le flash d'information. Le Sénégal accueille pendant 2 jours la deuxième rencontre du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Les chefs d'État, les ministres ainsi que les experts militaires réfléchissent aux meilleurs moyens de consolider la sécurité et la stabilité sur le continent au moment où plusieurs pays sont secoués par des violences perpétrées par des groupes armés. Démarrage de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre au Burkina Faso. Roch Marc, Christian Kaboré et Ablassé Ouedraogo ont lancé ce dimanche leur campagne à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Les 12 autres candidats en lice ont aussi entamé dans divers endroits du pays leur campagne pour ces élections. Au Burundi, les opérations de désarmement forcé ont commencé à Bujumbura, dans le quartier de Matakura, un quartier dit contestataire au nord de la capitale. Ceci, quelques heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par le président Nkurunziza. Les dernières violences dans ce pays ont amené le président rwandais Paul Kagame à dénoncer le massacre de la population. Enfin, nous allons à présent faire un tour au Burkina Faso, où la campagne électorale pour les élections législatives et présidentielles du 29 novembre prochain a démarré. Mais quels devront être les contenus des messages à véhiculer par les présidentiables dans un pays qui sort d'une transition aussi mouvementée? Les propositions de nos analystes sont à retrouver après ce générique.
La suite de ce débat se fait toujours avec Joël Yetondié et Bellarminus Kakbovi. Bellarminus, à 3 semaines de ces élections au Burkina Faso, comme je l'ai dit tantôt, un pays qui a connu une transition, qui connaît une transition très mouvementée, puisque la transition n'est pas terminée. Une transition qui fait suite à la chute de Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir chassé par les jeunes. Selon vous, quels doivent être les messages prioritaires à véhiculer par les candidats pour cette campagne électorale? Écoutez, d'abord, je tiens à saluer la vigueur, la conviction de la jeune classe, de la jeune population burkinabé. On sait que n'eût été sa vigilance, la transition aurait été complètement bafouée par Diendéré et tout son clan. Par le RSP. Par le RSP, tout simplement. Et donc, je pense qu'ils ont véritablement veillé au grain. Et je suis ravi de voir que la transition a repris son cours normal et qu'on est en train d'aller vers ce qu'on appelle les élections fondatrices. Quelle serait la teneur des discours? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation de crise qu'a connu le Burkina aura un inconvénient, c'est que ça va diluer la teneur idéologique du discours politique et notamment du discours électoral. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aujourd'hui les candidats qui sont malins vont exploiter cette situation de crise au maximum. Et donc, en quoi disant par exemple, voilà, la crise est finie, il n'y a plus de RSP, le CDP a été décapité. Donc aujourd'hui, il faut relancer le pays. Il y a une certaine division quand même au sein de la population burkinabé. Vous pensez qu'il y a encore des divisions internes? Si, qu'on le veuille ou non, Blaise Compaoré a toujours ses fidèles. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait prioriser la réconciliation, la thématique de la réconciliation nationale. Il faudrait prioriser la solidarité nationale. Ça va être des thèmes purement politiques. Moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de thèmes économiques qu'on pourrait mettre en avant durant cette campagne. Toutefois, je pense que certains candidats vont exploiter l'anti-Compaoré, le discours anti-Compaoré au maximum. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ben voilà, la majorité des Burkinabés sont fatigués du système Compaoré. Et donc, si vous êtes candidat, que vous êtes malin, que vous avez envie de rallier tous ces gens-là qui ont rejeté Compaoré et tout son système, à un moment donné, c'est de surfer sur la vague. Surfer sur la vague anti-Compaoré. Joël Yetondié, c'est votre avis? Vous pensez qu'il faut surfer sur la vague anti-Compaoré? Non, je ne voudrais pas dire faux. Il a dit ce que les gens vont faire. Les gens pourraient être tentés. Moi, je veux dire ce qui serait l'idéal pour eux, pas ce qu'ils vont faire. Ce qui serait l'idéal pour eux, c'est quoi? Le contexte du Burkina Faso, il faut que les gens se le tiennent pour dire, c'est clair que ce peuple ne se le laissera plus faire. Alors, les propos démagogiques là vont rattraper ceux-là qui viendront au pouvoir en faisant le trop-plein. Je vais vous donner la lune, le ciel, l'océan et tout ça. Ils vont se faire rattraper. Le peuple va réagir encore. Donc, raison pour laquelle l'essentiel serait vraiment de prôner la réconciliation. Le peuple en a besoin. On a l'impression que c'est un calme et que c'est gagné d'avance. Non. Ceux-là qui ont été désarmés dans ces conditions, les rancœurs sont là. Le jour où ils vont se sentir trop martyrisés et qu'ils auront la possibilité, ils peuvent aller vers une recomposition d'une autre force qui viendra en opposition et déstabiliser le pays. Donc il faut œuvrer à la réconciliation au niveau des composantes de la société, à tous les niveaux. Après ça, il ne faut pas oublier vraiment cette jeunesse-là qui a tant apporté, qui a refusé la médiocrité. Et je dis, la transition a travaillé dans ce sens-là. Vous avez vu les faux employeurs, vous avez vu les faux fonctionnaires qui ont été démasqués, tout ça. Il faut comprendre que c'est un signal. Donc la lutte contre la corruption, il faut en faire son cheval de bataille. Les gens ont dit qu'il y a une classe qui a été enrichie pendant tout un temps et qu'il faut finir avec. Forcément, il faut de la richesse pour ça. Il faut profiter une redistribution équitable de la richesse. Un nouveau contrat social. Si on ne le fait pas, les mêmes causes peuvent produire les mêmes. Alors très rapidement, quels sont les favoris que vous voyez pour l'élection présidentielle au Burkina Faso? Il y a de grands noms qui sont cités. Vous voyez quels sont les favoris, 2 ou 3 ou 4? Non, je ne veux pas citer de favoris maintenant. Je veux dire que les jeux sont ouverts. Oui. Les jeux sont très ouverts. Il y a un certain Christian Kaboré, Marc Christian Kaboré, un certain Zéphiré Diabré, un certain Ablassé Ouedraogo, un certain Stanislas Sankara. Non, c'est vrai, vous avez cité des noms forts. Vous avez cité des noms forts. Et c'est vrai que façon les choses se font là. On voit en pole position les noms que vous venez de citer. On ne peut pas ne pas fermer les yeux sur Christian Kaboré qui, bon, ses militants disent déjà, c'est un coup
chaos à la manière des Ivoiriens. Oui. Bon, on attend Donc, de voir. comme ce qui se passe sur le continent africain actuellement. Non, c'est le vent du chaos qui souffle. Le vent du chaos qui souffle. Et ça pourrait il ne faut pas oublier un certain Stanislas Benewende Sankara, un certain Zéphirin Diabré. Non, ce serait des faiseurs de roi. Vous pensez? Écoutez, la ministre, très rapidement, les favoris, vous voyez. Je ne sais pas lire dans une boule de cristal où je n'ai pas consulté le FA avant de venir sur ce plateau, donc je ne sais pas qui sera président, mais ce que je sais, c'est que le jeu est fondamentalement ouvert aujourd'hui au Burkina. Et donc aux candidats et à leurs différents états-majors de savoir composer le discours qu'il faut pour pouvoir jouer. Et moi, je pense que ce qui va se jouer pendant cette campagne, ça va être vraiment sur l'affect de la population. Il faut susciter le pathos des populations et des citoyens électeurs à travers le discours, le logos, à travers l'image, l'éthos. Et donc, je pense que c'est ce qui va se jouer. Et donc, il faut savoir dire aux populations ce que les populations veulent entendre. C'est ça l'enjeu d'une campagne électorale. Merci, Belarminus Kapovi. Merci, Joël Tondi. Je précise qu'il y a également des femmes en lice pour cette élection. Il y a Saran Sérémé, voilà, du Parti pour le développement et le changement, et Madame Françoise Toé, qui est une candidate indépendante. Il faut encourager les femmes sur le continent africain. Pourquoi pas une femme pour une fois? En tout cas, pas pour maintenant. Ça, c'est vous qui le dites. On ne sait jamais. On le saura après le 9. Merci, chers invités, madame, monsieur. Merci. Très bonne suite de programme sur SICA.